Bienvenue à tous dans Ciné, Séries et compagnie. Aujourd'hui, on tente de marier les âges, les styles et de vous offrir autant de regards sur le monde que ces images qui nous accompagnent. Elles sont l'œuvre de l'un des maîtres de la photographie de rue, l'américain Gary Winogrand. Dans la super interview, rencontre avec la divine Mélanie Laurent. Elle nous chavire totalement avec son deuxième film en tant que réalisatrice, Respire. Il est l'une des voix les plus marquantes du rap français. Dans l'extra interview, le magnétique Akhenaton nous confie ses envies de cinéma et de séries. Enfin, dans le screen parfait moment culte, on fête la ressortie en salle d'un classique du cinéma d'horreur, Massacre à la tronçonneuse, en compagnie de son réalisateur Toby Hooper. Mais tout de suite, c'est toute l'actu du cinéma et des séries revue et corrigée par Isabelle Claire. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. Come on, get Berlin! Because of the deteriorating security situation in Belfast, your regiment is now being deployed there on an emergency basis. I don't want you worried about me, okay? I'll be fine, I promise you. La révélation de la semaine, c'est ce tout premier film choc. Today's operation is to assist the RUC in conducting a house search in the Catholic community. We need to go out there and reassure people. We're here to protect them, we need to look them in the eye and tell them. Stay there! Stay there! Ce shoot d'adrénaline est signé Yann Demange, un réalisateur français d'origine algérienne élevé en Angleterre. On m'a envoyé le scénario. Quand on m'a dit écoute, on a un scénario sur l'Irlande, je me suis dit après Bloody Sunday et Hunger, je crois pas qu'on a besoin d'un autre film sur l'Irlande, sur l'Irlande du Nord, mais je l'ai lu et j'étais bouleversé par le scénario. Yes. J'avais l'impression que c'était contemporain en fait. C'est comme si on parlait d'Irak, Afghanistan. Dans le Belfast de 1971, le charismatique Jack O'Connell campe un jeune soldat anglais plein de bonnes intentions, poussé malgré lui à devenir un homme en l'espace d'une nuit. And it's about children in conflict, really. I mean, the main players in these conflicts, in that particular conflict, some of the main leaders, they were 22, 21. So you're talking about kids from 17 to 22 playing civil war, you know, losing lives. So that was my angle. What are we gonna do then? And we're gonna kill him. I was thinking about John Carpenter, Walter Hill. I was thinking of Escape from New York, The Warriors, as well as La Bataille d'Alger, L'Armée des Ombres. 3, 2, 1, action! Plus autour de l'humain que du contexte historique, ce film de genre au faux air de thriller a reçu plusieurs récompenses et nominations, et sa mise en scène très chorégraphiée ne vous laissera pas indemne. La pépite de la semaine est gustative. C'est ce documentaire signé Franck Ribière, un réalisateur français amoureux de la viande qui part à la quête du meilleur steak au monde. Mais attention, certaines révélations choc risquent de vous couper la bavette. Les meilleurs éleveurs du monde sont les Anglais. Et quand on dit ça en France, c'est ah! Oui, ça fait mal. Mais le réalisateur n'est pas Michael Moore et n'en veut à personne. Son credo, si on aime la viande, alors il faut exiger la qualité, d'autant qu'elle va devenir rare et chère. Au-delà du meilleur steak, le film ouvre le débat sur toute la filière de l'alimentation et sur l'idée qu'il est grand temps de changer notre façon de consommer. Un très beau livre accompagne la sortie et la prochaine rencontre avec l'équipe du film aura lieu le 26 novembre au cinéma Majestic de Lille. Voilà la découverte de la semaine. No touching! Fualo, Hanizu. Après le Klingon de Star Trek, le Na'vi de Avatar et l'elfique du Seigneur des Anneaux, la langue à apprendre cette semaine, c'est le Kestistan de la série Defiance, une série de SF. Inventée par le créateur du Dothraki de Game of Thrones, elle a sa propre grammaire. On écoute. Sometimes there's a couple of words someone says, good morning for instance, but good morning in Castafan, it's like 4 pages of dialogue and you're like, what's going on? You have to, as soon as you get the script, you have to start learning it because you can't cram for it the day before. And some people say, what happens sometimes you're doing a scene and you mess up a line, nobody will know, but we know.
On peut apprendre cet espéranto alien sur Internet et aussi s'exercer sur le jeu vidéo qui accompagne la série depuis sa sortie en 2013. Allez, répète après moi, Anizou. Ne quittez pas, dans quelques minutes, un très bel hommage à François Truffaut et à son cinéma intemporel. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire aimer, que dis-je, de vous faire adorer Mélanie Laurent. À 31 ans, elle multiplie les expériences artistiques, actrice bien entendu, réalisatrice et également chanteuse. Un éclectisme qui a tendance à aiguiser parfois certaines mauvaises langues. Et pourtant, il suffit de découvrir le deuxième film de Mélanie Laurent en tant que réalisatrice, Respire, pour se rendre compte que cette jeune femme a quelque chose de bien particulier. Un vrai regard, une maturité, une réelle finesse. Elle nous raconte ici l'amitié destructrice entre deux adolescentes. Alors, comment travaille-t-on la justesse rencontre? Et toi? Quoi, moi? Je sais pas, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je t'ai dit tout à l'heure. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi? Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Alors, est-ce vrai qu'à 17 ans, vous aviez déjà envie de raconter cette histoire? Mais j'ai toujours été passionnée par... fascinée et passionnée par les rapports pervers narcissiques. Le rapport bourreau-victime m'a toujours fascinée. Et je n'explique toujours pas encore comment on peut accepter certaines choses, le rétrécissement de soi, la diminution d'un être. Ouais, je trouve ça fou, en fait. Je trouve que les relations avilissantes, elles sont complexes, donc passionnantes, donc intéressantes et très cinématographiques. Mais est-ce qu'on peut les vivre en tant qu'actrice avec un réalisateur? Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, le rapport, il est compliqué, hein, déjà. Il n'est pas très sain, le rapport. Aime-moi, désire-moi, désire-moi. Oui, je te désire et j'ai tout pouvoir. C'est compliqué. Mais je pense que c'est le pouvoir qu'on donne à cette place, en fait, la hiérarchie qu'il y a dans le métier du cinéma qui fait que les rapports sont déséquilibrés. Et le film parle de rapports déséquilibrés. Et vous aviez envie de restituer quoi de ça, exactement? Moi, j'avais envie de faire un film sur les victimes, l'apologie de la faiblesse et de dire que on peut aller très loin, mais on peut aussi se défendre à un moment donné. Il n'y a pas que les bourreaux qui gagnent. Tu vas pas te laisser emmerder, hein? Pas si impressionnante que ça, ta Sarah. Charlie, qui t'a fait ça? Tu l'entends? Elle te traite comme une merde et toi, rien. Encore la petite victime. Qu'est-ce que je t'ai fait? On n'est jamais tenté d'instaurer une tension pour mieux la filmer? Non, parce que ça doit être très tentant, hein, mais je suis tellement pas perverse et je suis tellement pas manipulatrice que je saurais même... En fait, même si j'en avais envie, je pense que je serais incapable. Et ça, c'est parce que je suis actrice aussi et qu'on me l'a fait. Me manipuler pour obtenir, ou qu'il y ait une tension terrible pour essayer de jouer. C'est tellement tout ce que je déteste que du coup, je suis incapable de le faire. Moi, la haine gratuite, je la comprends pas. Oh, regarde, on voit quasiment plus rien. Rien. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on ne voit pas arriver ensemble. Pardon? Bah ouais, les autres comprendraient pas. Et moi, je dois comprendre quoi? Tu viens chez moi comme ça? Toi aussi, t'es venu chez moi, tu m'as suivi, on est quitte. Tu te fous de ma gueule. Et lâche-moi, là. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Putain. Il y a une vraie justesse. Enfin, vraiment, l'impression que vous êtes tout le temps sur le fil et que vous gardez l'équilibre. Vous aviez des sur une histoire qui se déséquilibre. C'est exactement. Ouais, non, mais vous avez eu l'impression qu'il fallait faire attention à certaines choses? La peur qui ne m'a pas quittée jusqu'à il y a une semaine, c'était de pas tomber juste sur cette génération. Voilà. Parce que j'ai plus 17 ans et que moi, dans mon époque,
On n'avait pas de portable, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de réseaux sociaux, on avait un autre langage. Et on a fait une avant-première avec plein de lycéens à Montpellier. Ils nous ont dit, et la première question c'était est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'était un peu juste? Est-ce qu'on est un peu tombé juste? Et ils nous disaient que oui, et que finalement, ce qu'ils voyaient dans le film, ils le vivaient au quotidien. Et plein de gens se sont levés pour raconter leur expérience de victime. C'était assez touchant et bouleversant. Vous avez l'impression d'avoir déjà mis en place des rituels, des habitudes de réalisatrice? Ça fait que 2 films, et je pense que peut-être ça vient vite. Ouais, enfin des trucs complètement qui peuvent pas se ressentir dans Respire, parce qu'on n'imagine pas qu'on était comme ça sur le tournage. Mais ouais, en fait, depuis 2 films, là, on fait des clips de rap. Donc on garde la caméra, on garde le décor, on garde la lumière, et dès qu'on finit une séquence, on danse et on se filme et on va monter un clip de rap à la fin. Mais pourquoi le rap? Parce que c'est le truc le plus kiffant à danser, parce qu'on avait commencé sur du zouk, on n'y est pas... Tout le monde ne sait pas bien danser le zouk dans une équipe technique. Alors que le rap, il y a un truc... C'est aussi pour se défouler et pour être dans une non-tension totale sur le tournage. Et ouais, c'est devenu un rituel que je pense que je garderai tout le temps, ouais. C'est drôle parce que ces 2 films que vous avez réalisés, il y a quelque chose de très intime, de très délicat. Et puis, comme actrice, parfois vous partez sur des énormes barnums. Je pense à Tarantino, mais aussi là, vous avez tourné le nouveau film d'Angelina Jolie. Vous avez besoin des 2? Ou c'est 2 personnes? Le film d'Angelina Jolie, c'est un petit film d'auteur, petite équipe, très peu de décors. C'est pas du tout le gros film. C'est produit par Universal, donc on a tendance à penser gros film de studio, mais le film est très intimiste. Rien à voir avec les Insaisissables ou le Tarantino, où là, on est sur du lourd. Sur du lourd. Mais moi, j'ai besoin... Je prévois pas tout ça. J'ai beaucoup de chance parce que voilà, on me propose de participer à ces films-là, mais il n'y a aucun calcul là-dedans parce que du coup, je peux jamais prévoir ce que je vais faire et je sais pas du tout à quel moment il va y avoir du désir ou pas. Et ça vous nourrit quoi qu'il arrive? Bien sûr, et puis je suis autant nourrie par les films, que ce soit des films d'auteur ou des films d'action ou des films de studio, que par les metteurs en scène aussi. C'est la meilleure école, je suis au premier rang de la meilleure école de cinéma. Ouais. Mélanie Laurent, élève modèle, s'attache donc à retenir le meilleur de ses maîtres. Elle a décidément toute une grande. The journalist describes you as a beautiful, talented young girl. Obsessed with male attention. Yeah, but that part is kind of true. Des ados en pleine mutation. So you agree with that reporter? God, no, Zoe, of course not. But you do care a lot about what boys think. First, my brother. Okay, Frankie, leave me out of this. Okay? De grands moments de drame. Et de belles amitiés. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, nous vous initions au teen drama. Ces séries dramatiques focalisées sur l'adolescence cartonnent depuis les années 80 et l'arrivée sur le petit écran d'une pépite canadienne appelée Degrassi High ou Les années collège chez nous. En s'adressant à un public en mal d'identité et pétri de questions existentielles, les teen dramas comme Glee ou Gossip Girl sont devenus incontournables à la télévision. Stephen Stone, producteur exécutif de Degrassi Nouvelle Génération, le reboot des années collège lancé en 2001, nous explique comment il a fait de sa série un modèle du genre avec plus de 350 épisodes au compteur. Our fans tweet us every day with story ideas. What happens in the real world is really what we're looking at. I mean, the news stories that are out there provide the germs of the ideas. Our writers each year, before they
go into their primary brainstorm. They'll actually visit high school. What happens if I say no? I think you know the answer to that. But they'll come back with, it's not just the stories. A lot of it can depend on not just coming up with the basic theme, but what different ways, what nuanced ways can we portray the theme so that it's not black and white, because life isn't black and white. Neil and I came across her in the pool house. Were you hooked up with her? We thought it was kind of weird that she wanted to fool around with two guys at the same time, but she's got this rep as this celebrity party girl. So you're claiming this hookup was consensual? Well, she never said no. Une fois les scripts écrits, ils sont adaptés au ton et à la compréhension des jeunes comédiens qui les découvrent en présence des scénaristes. We get a fresh experience of them reading the script for the first time, and then we have a conversation, and that's the wonderful part. So we sit back, we don't make any comments, we just ask questions. So we don't defend the script. We want to find out, were they confused at this part? Did they understand why this character did this? Does that happen in their real lives? It shocks me that it does happen in their real lives as often as it does. And that part of the process really changes the script writing. Right now, I want to hear your story. Right. Well, I want to know what you were feeling. Plus qu'un divertissement, les teen dramas aident les ados à grandir, mais pas que. A mother writes in and says, I hadn't spoken to my son in 20 years, but my granddaughter, obviously from another child, was watching Degrassi, so I watched it with her, and I saw the episode where Marco, who was gay, was having difficulty coming out to his parents. And I suddenly looked at myself and I realized what I'd done, and I want you to know that I'm sorry, I'm tearing up even thinking about it, that I've just picked up the phone and called my son, and we're getting together. Well, those are the stories. That's really why we do the show. And there's many stories like that. D'abord connu comme leader du groupe IAM, il sort aujourd'hui son 5e album en solo et éclaire sa musique de grands classiques du cinéma et de l'émotion en série. Avec Akhenaton, le désir d'évasion rime avec besoin d'élévation. Et nous, on décolle. Ok, ça tourne, record. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Un trou dans mon histoire, un flou dans ma mémoire. L'invité de l'Extra Interview cette semaine fait saigner nos cœurs de sa plume inspirée. Écriture syncopée, aux rimes éclaboussées sur des amours contrariés, le chanteur Akhenaton est un drôle d'oiseau. Le bruit sourd du monde le fait chanter. Akhenaton, on est hyper heureux de vous rencontrer parce que vous êtes probablement la plus belle union entre le cinéma et la musique. C'est gentil ça. Mais non, c'est un compliment. Toute votre œuvre est jalonnée de références autour du cinéma. Le clip de Petit Frère, il y a énormément de références au cinéma. Alors, si le cinéma était une clé, elle ouvrirait la porte de quoi? Elle ouvrirait sans hésiter la porte du rêve. Et c'est pour ça que j'ai eu toujours beaucoup de mal avec la nouvelle vague, qui était tellement ancrée dans la réalité ça ne me transportait pas et je n'arrivais pas à rester assis longtemps devant ces films-là qui ne me procuraient aucune émotion. Bon, en même temps, on voit où Godard a terminé, ça ne m'étonne pas. Moi, j'aime le cinéma, en fait, dans lequel je peux m'identifier ou dans lequel je ne peux pas du tout m'identifier. Quelqu'un que j'aime beaucoup en réalisation, c'est Ben Affleck. Quand j'ai regardé The Town, j'ai écrit directement sur Art Martien, IAM, sombre manœuvre. Je l'ai fait se conjuguer à une expérience personnelle. Parce que pourquoi? Quand j'ai vu The Town, il m'a rappelé des gens et des faits, des lieux et des personnes. Vous avez des racines italiennes. Alors, est-ce que c'est un cinéma
vers lequel vous avez été? Est-ce que c'est les comédies de Monicelli? Est-ce que c'est le néoréalisme d'Antonioni? Est-ce que c'est la fantaisie de Fellini? C'est quoi le cinéma italien? Moi, je ne suis pas né en Italie, je suis enfant d'immigrés italiens, mais j'ai grandi dans une famille qui était profondément ancrée dans la culture italienne. Et la culture italienne, pour moi, c'est à travers le cinéma, j'ai jamais suivi certaines branches du cinéma italien, mais il y a des films comme Affreux, sale et méchant, ou des films comme Le Pigeon, qui m'ont marqué quand j'étais petit. Je regardais ces films. Et un compliment qu'on m'a fait quand on a fait le film Communément avec Kamel Saleh, une journaliste m'a dit « Ah, ça me fait penser à I Vitelloni ». Ça, c'est magnifique. Cette bande de branleurs qui errent dans Rome en faisant tout et n'importe quoi. Mais j'ai dit tout juste parce qu'on est une ville de la Méditerranée et parce que c'est un film sur l'ennui, sur le fait d'être là, dans un endroit, à traîner toute la journée, à tourner en rond. Forcément, on finit par faire les mêmes conneries que nos voisins dans les pays à côté. Ennio Morricone, vous aviez eu un projet avec lui en 2011, un album qui était annoncé et qui n'est pas sorti. Vous êtes malheureux de cette expérience avortée? Moi, j'en suis malheureux, mais il s'est jamais perdu. On a eu la chance d'avoir un contact direct avec son fils, mais une fois qu'on était en train d'enregistrer Art Martien. Donc c'était un peu trop tard. Donc maintenant, on a le bon contact, on va voir si à l'avenir c'est réalisable, c'est faisable. Donc c'est pas mort? Non, c'est pas mort, mais c'est difficile. Mon rêve, c'est autant que de rapper, c'est faire des musiques de films que j'aime. Mais on vous permet pas de le faire, ça? En fait, peu de gens savent qu'on arrive à conduire des orchestres. Les gens sont persuadés. Le problème du rap, c'est que beaucoup de gens ont des clichés sur le rap et croient qu'on n'est pas capable de faire de la musique en dehors du rap. Donc, on fait un appel, on a les caméras. Vous êtes partant pour faire des musiques de films? Ah, mais ça a toujours été une volonté profonde de faire de la musique de film. Avec quel metteur en scène? Moi, il y a des films d'Olivier Marchal où j'aurais bien aimé faire la musique parce que j'aime les films policiers, j'aime bien les thrillers. J'aurais plus de mal sur la comédie. Sur la comédie, c'est un genre où à moins que ce soit du Will Ferrell, c'est-à-dire très bête. Et si on parle du Will Ferrell, moi, en off de la série qu'il a produite, de Eastbound and Down, du personnage de Kenny Powers, qui est ce baseballeur cocaïné, mégalomane, misogyne, homophobe, raciste, qui se fait virer de son équipe de baseball et qui retourne dans son village d'origine en Caroline du Sud pour faire prof de sport dans un collège. C'est un massacre. Kenny Powers. You got the wrong man, dude. My name's Steve. What are you doing? You're interrupting our practice. Well, I have a confession to make. My name's not Steve, and I'm not a cockfighter. I'm a ball player. And not just any ball player, I'm Kenny Powers. Est-ce que demain, vos futurs albums, la série pourrait être référencée autant que le cinéma dans votre univers? Ah oui. Par exemple, la pochette de l'album Saison 5 est clairement un clin d'œil aux Sopranos. Ça a été une des meilleures séries que j'ai vues et qui nous a vraiment influencé, des répliques incroyables. Papa, c'est vrai que c'est les Chinois qui ont inventé les pâtes. Mais comment tu veux que des abrutis qui n'aient pas de fourchette inventent des pâtes? Mais maintenant, mange tes spaghettis et ferme ta gueule. J'aime les personnages assez... Aussi dans les séries ou dans les films, j'aime les personnages contrastés. C'est pour ça que j'aime Kenny Powers, parce que c'est un facho, c'est un raciste, mais il ignore. Il n'est pas au courant, il ne sait pas en fait. Vos chansons, elles ont une dimension politique, ça en révèle rien. Elles témoignent d'un engagement. Est-ce que c'est un cinéma que vous suivez? J'ai grandi en regardant les Costa Gavras à la maison, Z... Ça, c'est toute la dimension politique de la maison. Exactement, maman. Tu regarderas ces films. Mais est-ce que vous croyez qu'un film peut changer la société? Je pense que la culture peut changer la société. Je pense qu'un pauvre chanteur ou un pauvre groupe dans son coin ne peut pas changer la société. Je pense que des idées défendues par plusieurs chanteurs peuvent changer la société. Et je pense que des prises de position peuvent changer la société. Je pense que la prise de position récente de Ben Affleck, qui a tenu tête à des gens qui caricaturaient l'islam, est importante aux États-Unis. Bon, pour vous, ça s'arrête. Moi, j'en profite un peu. Dommage, on n'a pas suffi. On aimerait avoir plus de temps avec vous, en fait. C'est gentil. Merci. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide, juste une tranche de vie.
Nous allons quitter l'apparente sérénité de ces photographies de rue pour une spéciale dédicace aux amateurs de films d'horreur. Dans le screen parfait à venir, Charlotte rencontre Toby Hooper, réalisateur d'un classique du genre. Je veux bien entendu parler de Massacre à la tronçonneuse. Âme sensible, s'abstenir. Si vous préférez au contraire conserver une forme de douceur dans vos vies, suivez tout de suite Isabelle Claire à la Cinémathèque pour une visite de l'exposition François Truffaut. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. L'hommage de la semaine, c'est d'abord celui d'un ami à un autre ami. Serge Toubiana consacre une exposition à François Truffaut, qu'il avait rencontré via les cahiers du cinéma et dont il était grand admirateur. C'est son vrai bureau, son vrai bureau. C'est son vrai canapé, sa vraie table, son vrai fauteuil, ses vrais livres. Les livres c'est des livres de Truffaut, sa bibliothèque, une partie du moins. Il y en a beaucoup plus. J'ai voulu reconstituer un espace intime, protégé, où on n'a pas le droit de rentrer, qui soit un peu l'espace de travail de Truffaut, qui est un espace d'écrivain, confortable. Moi, je me suis assis sur ce canapé. La première fois que j'étais voir Truffaut, je me suis assis sur ce canapé en face de lui. Donc ça évoque pour moi quelque chose d'important, d'intime, qui a été très important dans ma vie de critique, de journaliste, d'aller voir Truffaut il y a presque 40 ans, c'était en 75. Donc je voulais faire cet espace avec des photos de gens qu'il admire, Cocteau, Jeunet, Rossellini, Lubitsch, Becker. Truffaut, le passeur généreux, a laissé le cinéma bancal et sans voix en disparaissant sans crier gare à 52 ans. Ce passionné de littérature racontait sa propre vie par le prisme de ses personnages et son œuvre cohérente et intime balaie tous les âges de la vie. Heureusement, le réalisateur qui bouleversa les codes du cinéma gardait tout précieusement et confiait ses archives à la Cinémathèque, endroit qu'il fréquentait assidûment pour échapper à une jeunesse difficile. Le fond est inépuisable, inépuisable. Il a énormément écrit. Vous avez vu les dossiers bleus, là. Truffaut avait des dossiers bleus sur les cinéastes qu'il aimait, avec qui il était en relation et tout. C'est une espèce d'obsession chez Truffaut de tout garder, de découper les textes dans les journaux, de garder les entretiens avec un tel ou un tel, des revues de cinéma. Il gardait tout. Françaises, canadiennes, américaines, japonaises, italiennes, allemandes. Donc j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert la profondeur de son obsession, quoi. On comprend tout quand on a lu Les 400 coups. On comprend tout à fait d'où vient Truffaut, quelle a été son enfance, quel a été son trajet, quelle a été son ambition. Il avait de l'ambition. On voit aussi comment cet homme, autodidacte, cet enfant de Paris 9e, né en 1932, qui a grandi sous l'occupation, a conquis le monde, quoi. L'hommage bouleversant à une œuvre inachevée, celle d'un homme qui aimait les femmes et qui disait préférer le reflet de la vie à la vie elle-même, toute l'essence du cinéma. Ciao! Chaque semaine, dans le Screen Parfait, nous analysons la mise en scène et aujourd'hui, nous sommes au Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour célébrer les 40 ans du cultissime Massacre à la tronçonneuse en compagnie de son réalisateur, Toby Hooper. Il nous raconte comment il a imaginé et filmé le film qui a révolutionné le cinéma de genre, c'était en 1974. I wanted to break the convention. There is no reason a genre film shouldn't be a good film. Né en 1943, Toby Hooper commence à filmer à l'âge de 9 ans avec la caméra Super 8 de son père. Après des études de cinéma, il devient lui-même professeur et tourne des documentaires. C'est au cinéma de genre qu'il choisit de consacrer sa carrière avec de nombreux films terrorisants, comme le mythique Poltergeist ou Djinn, sorti l'an dernier. Mais c'est en 1974, à l'aube de ses 30 ans, que Toby Hooper réalise son chef-d'œuvre, Massacre à la tronçonneuse. En apparence, l'histoire toute simple d'une famille qui part sur les traces de son passé, mais en réalité un véritable acte politique. En exposant l'être humain réduit à l'état de viande, Toby Hooper exprime son incompréhension et sa colère face à la guerre du Vietnam, comme l'ont fait Martin Scorsese avec Taxi Driver et Francis Ford Coppola avec Apocalypse Now. The Vietnam War was so unpopular, and no one knew why they were there. And then when we were all begging, for the government to stop this war,
because they didn't know what they were fighting it for. And I said, we still don't. That appeared to me that the government thought of all of us as meat. And then there was those very wealthy people that called us eaters. I mean, that's all we did was eat, and we were there to serve them. Sally, don't go. I don't think that's a good idea, Sally. Avec Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper va offrir au film de genre ce dont il est privé jusqu'alors, du grand cinéma. Almost nothing satisfied me at that time because the films were kind of B-grade pictures. You know, the performances weren't great. And the films before that, it was just about the story and not the subtext of the characters. So they tended to, the characters tended to their first day of life was the first day of the frame in the film. And so in Texas Chainsaw Massacre, I gave everyone a backstory. My granddaddy's buried here. Could we find out if anything happened to him? What's your granddaddy's name? Honey, that big, heavy feller's standing with that flashlight in his hand. That's the sheriff. You go tell him your granddaddy's buried in there. Okay. He'll let you in. Thank you. Things happen here about they don't tell about. I see things. Also, I didn't want to show a lot of gore because it would be distracting from the all the subtext that the characters were carrying with them. Hitchhiker? Should we take him out? What does he look like? And I was terrified that I would get, you know, like an X rating. And so I started calling them at the MPAA. So I asked them, you know, how I could hang a girl on a meat hook and get a G-rated film. And they said, well, you can't. And I said, well, if I don't show the penetration into the skin and I don't show a lot of blood. And that character came from, I mean, The Mask. My family doctor told me when I was, I don't know, it's maybe 15 years old, or when he was in pre-med school, and he skinned a cadaver's face and dried it out and wore it as a mask to the Halloween party for the school. And it stayed inside of your mind for years? It never left. Like a pack of hounds. We were just having fun. You think this is a party? Please. You can make him stop. No, he can't. Shut your mouth. Can't be helped, young lady. The dinner scene was the hardest scene to shoot. And because I shot it straight through for 27 hours. And so it's nighttime outside, but I'm shooting in the daytime, part of the scene, and had a black tent put over the house, you know, so it would look night outdoors, and it made it about 115 to 17 degrees Fahrenheit in the house, and the heat from the very hot lighting to expose the 16 millimeter stock took a lot of light, so those bones started cooking, and you know, from the lights and putting off this smell that would make everyone sick. The doctor had to come out and
give Dramamine, the stuff that makes you not seasick. I mean, it got to a point in that day it would say cut, and 3 or 4 people would run to the window and stick their head out the window and throw up from this is making them sick. So that also added to the reality of their performances. There's just some things you gotta do. Don't mean you have to like it. Please. Please. I was going to finish it even if the crew collapsed from the heat, because I was driven to get to throw a net over this spirit that actually came up out of the heat, out of the it being such a hard shoot. Et Toby Hooper a eu raison de s'accrocher puisque 40 ans plus tard, Massacre à la tronçonneuse confirme son statut de film culte. La semaine prochaine, 2 sacrées têtes d'affiche. Guillaume Canet, Christopher Nolan, Stéphane Daldry, le réalisateur entre autres de Billy Elliot, ou encore Franz-Olivier Gisbert. Et là, je n'ai qu'une chose à dire, oulala. Allez, salut. Et je vais même profiter de la boutonnière. C'est pas grave si on voit la perche dans le plan. Voilà. Moi, je vais... Alors, on peut tourner. Clap. Fichier 3. T'as filmé tout ça, là? C'est extrêmement privé. Hein. Allez.